Alors, je me répète, mais on croit spontanément que l'illumination est un objet rare qu'il faudrait conquérir. Cette croyance nourrit une énergie impressionnante. On accepte les longues heures de méditation, les retraites, les disciplines, les privations, les lectures arides, les maîtres et les méthodes parce qu'on espère parvenir un jour à un état supérieur. Le jeu imaginé semble en valoir la chandelle. L'espoir devient ainsi le moteur de la pratique. Mais c'est précisément cet espoir qui éloigne du réel. Espérer, c'est toujours projeter un futur différent du présent. On imagine aujourd'hui qu'il manque quelque chose et que demain, ce manque sera comblé. Toute la recherche repose sur cette conviction implicite que je, entre guillemets, ne suis pas encore cela, mais que je le deviendrai. Et quand au bout de 20 ou 30 ans, on en est toujours au même point, on est socialement coincé. On ne peut plus revenir en arrière d'un point de vue social. On a trop investi. On en est même à entraîner les autres dans le même simulacre dont on sait très bien maintenant, au bout de 30 ans, qu'il n'a mené nulle part. Et pourtant, le zen ne cesse de répéter que la nature de Bouddha n'est pas un résultat. Elle n'est pas une récompense. Elle n'est pas le produit d'un perfectionnement personnel. On n'a rien à en attendre. On n'a donc pas à redouter l'échec. Il n'y a pas d'échec à ce qui est, aux choses telles qu'elles sont ici et maintenant. La nature de Bouddha est la condition première, originelle, avant même qu'apparaisse la pensée d'être ignorant ou éveillé. Il faut donc énormément d'énergie pour faire le contraire de ce qui est réel et maintenir vivante cette fiction selon laquelle cette nature serait encore absente et difficile à trouver. En revanche, il n'est besoin d'aucune énergie pour être ce que l'on n'a jamais cessé d'être, pour être ce que l'on a toujours été. C'est comme le ciel bleu, il n'a aucun effort à fournir pour demeurer bleu et ouvert, qu'il y ait ou non des nuages. On n'a pas besoin d'énergie pour coller au réel, mais beaucoup, énormément, pour s'en éloigner et se convaincre qu'on en est éloigné. À partir de là, il y a deux manières totalement différentes de méditer. La première est sans doute la plus répandue. On s'assoit pour obtenir quelque chose. On veut atteindre le silence, le calme, la paix intérieure, ou une conscience plus élevée, une expérience spéciale. La méditation devient alors une chasse au trésor. Les pensées deviennent les ennemis à éliminer sur le chemin, parce qu'il y a un chemin. Il y a des obstacles.
Les émotions aussi, les bruits extérieurs deviennent une gêne. Chaque séance est évaluée comme une réussite ou un échec, selon le degré de tranquillité que l'on pense avoir obtenu. Cette attitude de méditant assidu et sérieux nous paraît hautement spirituelle, mais elle reste strictement identique au fonctionnement habituel et classique du mental. Dans la vie quotidienne, on poursuit l'argent, la célébrité, la reconnaissance ou le confort, et ici, on poursuit le calme et l'illumination. Mais c'est la même chose. Seul l'objet du désir a changé. Le mécanisme, lui, demeure exactement le même. Le moi continue de courir après une image idéale qu'il s'est faite de lui-même. Il se pare seulement d'un vêtement qui le rend plus spirituel, en apparence. Ce qui était possession s'appelle maintenant réalisation intérieure. Le déguisement change, mais celui qui le porte reste intact. Il n'a pas changé d'un pouce. Alors la seconde manière de méditer commence lorsqu'on voit clairement cette impasse. Alors il ne s'agit plus de fabriquer le calme. Le calme n'est plus un objectif, il devient l'expression naturelle d'un esprit qui cesse simplement de se battre contre lui-même. Chercher le calme est déjà une agitation. Vouloir le silence est déjà une forme de bruit intérieur. Désirer ne plus penser est encore une pensée. À l'inverse, lorsque rien n'est rejeté, rien n'a besoin d'être maîtrisé. Les pensées apparaissent et disparaissent comme les nuages dans le ciel. Elles sont libres. On ne les retient pas. On ne les attire pas. La porte est ouverte pour rentrer et pour sortir. Les sensations montent et s'évanouissent comme les vagues à la surface de la mer. Le calme ne résulte pas d'une victoire sur le tumulte, il se manifeste parce que l'on cesse d'alimenter artificiellement le tumulte. On n'est plus intéressé par alimenter le tumulte. C'est exactement comme le bocal d'eau boueuse dont on a si souvent parlé. Si l'on remue sans cesse le fond du bocal pour obtenir une eau limpide, eh ben on n'arrivera à rien. Elle restera trouble. Et dès que l'on retire les mains, alors la transparence finit toujours par apparaître d'elle-même. L'immobilité ne crée pas la limpidité. Elle révèle simplement ce qui était déjà là. Cette limpidité n'est pas quelque chose de nouveau à trouver, elle était là avant que l'eau ne soit touillée. La pratique change donc complètement d'orientation dans ce cas-là. Dans la première approche, toute l'attention était tournée vers un objet, le cas, une nouvelle version de soi-même, et dans la seconde approche, une seule question demeure et devient essentielle. Cette question, c'est qui est donc celui qui cherche?
qui prétend manquer de quelque chose, qui veut devenir éveillé. Cette interrogation n'appelle pas forcément de réponse intellectuelle. En y regardant de près, on découvre des sensations, des souvenirs, des pensées, des émotions, des habitudes, mais aucun propriétaire stable de cet ensemble. Le moi apparaît comme une simple construction mentale, artificielle, entretenue par l'habitude de se raconter une histoire personnelle et de l'alimenter en permanence. Tant que cette construction demeure incontestée, tant qu'on ne la met jamais en doute, toutes les pratiques viennent naturellement la renforcer. Elle devient un moi plus pieux, plus discipliné, plus méditatif, parfois même plus humble, mais toujours aussi solidement convaincu d'exister comme une entité séparée et individuelle. Lorsque cette conviction commence à vaciller, toute la pratique prend un sens entièrement nouveau. Les anciens maîtres n'ont cessé d'illustrer cette différence entre ces deux approches. Lorsqu'un disciple demandait comment atteindre l'éveil, il parfois par un silence, parfois par un cri ou un geste ou une autre question. Non pas parce qu'il refusait d'enseigner, mais parce qu'il voyait immédiatement le piège contenu dans la demande du disciple. Tant qu'un individu cherche à obtenir ce qu'il imagine ne pas posséder, toute réponse va nourrir sa recherche. C'est là le piège. C'est comme vouloir guérir la peur d'un enfant qui fuit un monstre projeté à l'écran. Par exemple, la véritable compassion ne consiste pas à combattre le monstre pour protéger l'enfant, mais à allumer la lumière. Il n'y a plus de monstre. Lorsque Bodhidharma demanda à son disciple Eka en japonais ou Wike en chinois, lorsqu'il demanda à son disciple d'apporter son esprit afin qu'il puisse l'apaiser, parce que Eka se plaignait d'un esprit tourmenté, eh bien ce dernier reconnut qu'il ne pouvait pas le trouver. Alors la réponse de Bodhidharma, ce fut « alors je l'ai apaisé ». Puisque l'esprit ne peut être trouvé, c'est qu'il est apaisé. Échangé dans le monde extérieur, s'était effondré la croyance en une entité qu'il fallait réparer ou apaiser. L'illumination ne venait pas d'apparaître, c'était l'illusion qui venait de disparaître. Je répète, l'illumination ne venait pas d'apparaître avec la réponse de Bodhidharma, c'était l'illusion qui venait de disparaître. C'est pourquoi les deux approches ne diffèrent pas seulement par leur méthode, elles reposent sur deux visions incompatibles de l'existence. La première suppose qu'il existe, ou présuppose plutôt qu'il existe un individu séparé qui devra progressivement devenir autre que ce qu'il est aujourd'hui, et toute la pratique s'organise autour de cette hypothèse. La seconde commence précisément au tout début par examiner cette hypothèse elle-même. Avant toute chose, existe-t-il réellement un moi autonome qui possède
les pensées, qui contrôlent les émotions et qui pourraient accumuler ou acquérir l'éveil comme un diplôme supplémentaire. Dès que cette question est réalisée, la recherche perd tout intérêt. Il n'y a plus de recherche. Ce n'est pas une résignation ni une indifférence, c'est la découverte que la vie n'a jamais attendu notre réussite personnelle pour être pleinement elle-même. Autrement dit, la respiration respirait déjà avant que le moi ne prétende respirer. C'est ça qu'on veut dire. Les sons étaient entendus avant que quelqu'un, entre guillemets, affirme les entendre. L'univers entier fonctionnait parfaitement sans demander notre permission. Voilà pourquoi le zen est une autant plutôt que d'une pratique efficace. Une pratique dite efficace confirme la nécessité d'une pratique. Elle est captieuse. Elle flatte subtilement le sentiment d'être quelqu'un en route vers un accomplissement spécial. À l'inverse, une pratique authentique fait exactement le contraire. Elle ne promet rien à la réalité du moi. Si ce moi est réellement ce qu'il prétend être, il résistera à l'examen. S'il n'est qu'une construction provisoire, alors il se dissipera comme une ombre au lever du soleil. Alors il ne restera ni quelqu'un d'illuminé, ni quelqu'un qui médite. Il restera simplement cette vie ordinaire qui n'avait jamais cessé d'être complète. Le calme ne sera plus un objectif atteint, l'illumination ne sera plus un événement extraordinaire, mais la manifestation silencieuse de ce qui était présent avant toute espèce de recherche. Et l'on comprendra enfin que ce qui demandait tant d'efforts n'était jamais la vérité, mais uniquement le maintien obstiné de cette illusion d'en être séparé et éloigné. S'il y a besoin d'efforts, c'est qu'on n'est pas sur la bonne approche. Voilà ce qu'on peut dire.